Bonjour à tous, c'est l'anniversaire du podcast Référencement et j'ai comme invité Monsieur le professeur SEO, Sylvain Perronnet. Bonjour. Salut Laurent, ça va? Ça va? On en est au combienième? Septième anniversaire, au sixième ou un truc? Ça avance hein, petit à petit. Oui, ça avance. J'avoue que j'ai pas compté. On est toujours aussi jeunes, mais j'ai pas compté. Ça, c'est le plus vieux podcast SEO francophone de toute l'histoire de l'humanité du référencement, en tout cas, ça c'est sûr. Incroyable. Et d'ailleurs, au niveau des annonces, avant de passer à tes annonces à toi, quand je compte rebooter, parce que je l'uploadais sur iTunes et je sais pas ce que j'ai fait, en tout cas, je n'existe pas. Je n'existe plus sur iTunes et j'ai envie de repartir en mode voix seulement. Donc je pense que la prochaine fois, je n'aurai pas le plaisir de te voir. Enfin si, je te verrai, mais surtout on ne mettra que la voix. À partir de 2019, plus d'images. On coupe Voilà. l'image. Et moi, je fais une annonce pour Laurent. Il va le mettre sur Spotify parce que c'est beaucoup plus pratique pour tout le monde. Je vais mettre sur Spotify, sur SoundCloud, c'est parmi tous les. C'est parce qu'à l'époque, il y avait que iTunes. Aujourd'hui, il y a effectivement, même Android s'est mis au podcast. Fantastique alors, c'est bon. Je prends. Donc partout, partout. Multi. Soit t'es SEO, soit tu l'es pas, hein, de toute façon. Mais c'est vrai que le podcast, pour moi, l'avantage, c'est que c'est multitâche. Vidéo, t'es un peu coincé, alors que. Et puis c'est plus léger, là, le fichier audio. Et de toute façon, qu'est-ce qu'on a fiche de nous voir, là? Le principal, c'est de nous entendre. Tout à fait. Alors, comment vas-tu? La frénésie péronnée est tellement difficile à suivre que, un, comment vas-tu? Et deux, quelles sont les news? Bah écoute, ça va pas mal. Ça va pas mal. Il y a pas mal de news comme tous les ans en fait, un petit peu. Là, on est sur une période, à ma foi, d'ailleurs pas mal fatigante, avec beaucoup de choses qui ont été engagées et qui arrivent pour certaines à concrétisation. On a eu des nouveautés dans absolument toutes nos activités. Notre activité un peu pour laquelle on est le plus en vue, c'est la formation. Et cette année, on a décidé de monter un centre de formation. Donc en fait, on a des bureaux en région parisienne, donc au métro Bicêtre, on Bicêtre, donc à côté de la porte d'Italie. On a 170 mètres carrés de bureau, on a une salle de formation qui peut accueillir, on a mis 12 places, on peut accueillir 15, 20 personnes dedans. On a augmenté notre programme de formation. Donc voilà, on a des bureaux sur place, on peut faire du coaching sur place, enfin, voilà, on a fait plein de trucs. On est à fond sur les outils, Urtex Guru. Attends, formation. Explique-moi quelle est le, la différence de ta certif avec ce qui existe déjà. Ah, Sans c'est la, citer de. L'assertif, c'est un sujet périphérique à la formation. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est rendu compte l'année dernière, en discutant avec des gens de très grandes agences, notamment de très grandes agences parisiennes, que je ne vais pas nommer, mais enfin, on peut assez bien imaginer qui c'est. On s'est rendu compte que beaucoup d'agences avaient des programmes où ils envoyaient les gens dans nos formations systématiquement quand ils arrivaient, les plus jeunes ou au bout de quelques mois, pour les former. Et on s'est dit que si on commençait à apparaître comme étant formateur un peu l'école SEO, un peu voilà, dans le parcours standard pour devenir SEO, on s'est dit qu'il fallait qu'on certifie les gens aussi. Et donc, on a contacté pas mal de SEO. Hein. Olivier Andrieux nous a aidé, Olivier Dufez, Mathieu Le Chartier. Enfin, tu nous as aidé aussi sur quelques points. On a pas mal de gens avec qui on a discuté, des questions qu'on pouvait poser, des points qui étaient importants pour faire quand on était SEO. Et on a décidé de faire une certification à l'ancienne. Les gens viennent la passer dans une salle. Ils ont du papier, ils ont un crayon. Ils remplissent, il y a des QCM, il y a des questions libres où il faut vraiment écrire. D'ailleurs, à la fin de la certification, les gens ont mal à la main. Voilà, ça, c'est un premier niveau qui dit, bah voilà, la personne, c'est un SEO, quoi, grosso modo. Puis après, on a des niveaux d'expertise avec, in fine, un niveau d'expertise où il faut défendre devant un jury un cas client complet de stratégie SEO. Et donc, on a 3 niveaux de certification. C'est une certification, c'est vrai qu'il y a beaucoup de comparaisons, il y a même des gens qui sont un peu sur la défensive à cause de ça par rapport à ce qu'on a fait. On n'a pas vocation à être en compétition avec qui que ce soit. Nous, ce qu'on s'est dit, c'est que on avait une certaine image et les moyens de faire passer la certification de manière un petit peu forcenée. Il n'y a pas de bénévoles dans l'équipe. Moi, en tant que patron de notre équipe, j'ai décidé qu'on ferait passer la certification au maximum de personnes. Donc, on met les moyens qu'il faut pour ça. Et donc, voilà, le truc, c'est que je pense qu'on a à la fois la légitimité et la capacité de faire passer ça de manière un petit peu massive. Ce que je dis toujours, la vérité est à l'écran. D'accord? Quand, au sein de la communauté, quand il s'agit de dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse comme formation pour apprendre le référencement,
bah écoute, si tu as les moyens, paye-toi SEO High Level et fais la masterclass. Voilà, en gros, pour apprendre le SEO en version accélérée, les autres peuvent dire ce qu'ils veulent, les associations, les universités, ce que vous voulez, les agences, les écoles. C'est aujourd'hui, pour apprendre le référencement, ce sont les deux références, SEO High Level et les masterclass. Donc ça, c'est ce qu'on dit. Après, moi, mon truc, c'est un peu différent. C'est pour plus le métier du référencement, mais plus que la technique, même si j'apprends aussi un peu la technique. Mais en ce qui concerne la technique, et surtout pour apprendre, c'est toujours le truc de, est-ce que tu as besoin de savoir comment fonctionne un moteur de recherche pour faire du référencement? Bien sûr que non, jusqu'à un certain point. Ouais. Si tu veux devenir bon, y a pas de tortiller, tu es obligé quand même de savoir comment ça fonctionne. Ça me paraît quand même assez prétentieux de dire je vais être, encore une fois, bon, c'est-à-dire avoir un certain niveau en référencement, et même pas savoir comment ça fonctionne sous le capot, quoi. En plus, ça se voit vachement parce que, par exemple, dans les dernières années, hein, c'est un cycle pour personne, il y a eu pas mal de modifications, notamment au niveau de Google, sur on va dire l'entrée massive d'algo dits d'intelligence artificielle. Alors, regardez, je fais bien le geste pour dire intelligence artificielle. Donc des algos de machine learning qui ont vraiment un impact très fort. Et ça change un petit peu le comportement que doit avoir un SEO sur certains compartiments de son métier. C'est vrai que nous, on le met dans la formation, et d'ailleurs, ça apparaît même dans la certification, il y a des questions là-dessus. Voilà, des choses toutes nouvelles. D'ailleurs, si vous avez suivi la masterclass au début, en 2013-2014, ce qu'on fait maintenant dans la masterclass a beaucoup changé. Par exemple, il y a tout un Ça veut dire qu'il faut que je revienne, alors. ah, tu es obligé de revenir. Pour les algos dits de learning to rank, l'algo de Rokio, etc., ceux qui comprennent les requêtes, qui vont modifier la requête qui est faite par une personne, ceux-là, on les expliquait pas à l'époque, parce qu'ils Ouais. avaient beaucoup moins d'impact que maintenant. Et On va donc, parler dans quelques minutes hein, de ce que Google est devenu aujourd'hui et c'est demain. Mais déjà, finissons sur le tour de... Alors déjà, où est-ce que je peux aller vraiment pour savoir tout ce qui se passe dans le gang Perronnet? Parce qu'il y a ça aussi. Je vois des tweets passer, mais c'est très compliqué. Vous faites tellement de trucs que où est-ce que c'est recensé tout ça? alors, c'est pas vraiment recensé où que ce soit. Il y a le site frère.perronnet.eu. Sur celui-là, il y a l'offre de formation, même s'il y a même pas tout. Mais il y a les formations principales, les nouvelles, au machine learning, R, Python, web marketing, etc. Mais il y en a qui apparaissent pas. On lance des formations full stack qui vont durer une semaine complète pour apprendre tout de A à Z. Elles sont pas encore annoncées. On a des activités de coaching et de rédaction. C'est pas du tout annoncé sur aucun site, par exemple. Les outils comme Mutex Guru et ceux qui vont arriver dans les prochains mois, faut les connaître. Il faut aller sur les sites Bon, directement. en 2019, où est-ce que je vais aller pour tout En savoir en ça? 2019, il faudra aller sur le site des Xlab qui va Xlab, reprendre ok. toute l'information et qui redirigera à chaque fois au bon endroit pour ça. Voilà. Pour l'instant, en fait, le mieux, c'est de me suivre sur Twitter, parce que je suis quand même assez forcené pour parler de ce qu'on fait sur Twitter. Donc, c'est là où on voit passer l'info, en fait, principalement. Ouais, mais bon, si les autres le font comme moi, ou de temps en temps, je fais pas de veille sur Twitter, j'ai pas de liste, de temps en temps j'y vais, je prends un instantané, mode Polaroid. Donc si je vois passer, je vois passer, sinon. Mais effectivement, ouais, c'est. Alors tiens, pendant qu'on est X-Lab, parle-nous 2 minutes quand même de cette fameuse newsletter. Ah oui, tout à fait. Donc, cette newsletter qu'on a fait un crowdfunding sur KissKissBankBank il y a maintenant, qui est terminé depuis un petit mois à peu près. Donc déjà, merci à tous ceux qui ont contribué. On a dépassé l'objectif, hein, ce qui était vraiment très très bien pour nous. Encore une fois, on a été soutenu par la communauté. C'est la deuxième fois qu'on fait un crowdfunding. Le premier, tu nous avais aidé, c'était pour l'étude WebSpam. On avait aussi eu du succès, c'est top. On a touché l'argent, c'est top aussi. On a d'ailleurs commencé à contacter les gens, parce que les gens qui ont besoin de factures, etc., faut pas qu'ils hésitent à nous contacter, parce qu'on n'a pas forcément accès à tous les mails dans KissKissBankBank. Des fois, il y a des options de vie privée, donc on n'a pas tout. Donc il faut nous contacter pour avoir une facture dans ce cas-là. Là, on a contacté les premiers auteurs et on espère, on leur a donné la consigne de nous rendre leur copie pour début janvier. Bon, alors moi, j'ai écrit pour diverses newsletters. J'imagine qu'on aura tout pour le 15 janvier, donc ça veut dire que fin janvier au plus tard, les gens recevront donc en direct pour ceux qui ont contribué le premier numéro, donc le numéro 0. Et puis, il sera mis de toute façon sur un site web fait pour. Et puis après, ce sera tous les 2 mois comme prévu un numéro. L'angle qui est donné, hein, c'est vraiment un angle, c'est pas une newsletter technique. On parle de sujets liés à l'écosystème tech français au sens large, hein, pas que le SEO, hein, il y a vraiment absolument tout. Notamment, on va avoir des articles, par exemple, il va y avoir un premier article sur
le web, la sécurité informatique, le dark web, etc. Enfin, je vous laisserai découvrir quand on annoncera le programme. Euh, et, euh, et c'est toujours d'avoir un angle plutôt lié à l'humain. Donc c'est l'humain dans la tech en fait. Donc, ça va être les aspects sociaux, les aspects de management, les aspects financiers. Il va y avoir toutes sortes d'aspects, mais périphériques. Ça va pas être comment programmer quelque chose, ça va pas être etc. Ça va être vraiment comment l'humain et la tech interagissent entre eux dans notre société. Ouais. Qu'est-ce que je veux dire? Ce facteur humain, justement, on va en reparler parce que tu mettais entre guillemets. Alors n'oublie pas que la prochaine fois, on sera que en voix. Donc si tu fais entre guillemets, ça se verra pas, ça s'entendra pas. Mais effectivement, le grand débat, et c'est aujourd'hui, ben, est-ce que vraiment l'intelligence artificielle va prendre mon travail? Est-ce que Matrix, on y va tout droit? Blade Runner, je sais pas quoi. Quel est ton point de vue sur... on va partir, voilà, déjà en mode science-fiction, et après on va rétrécir jusqu'à parler de Google, mais déjà sur le plan global, où est-ce que va l'humanité, à ton avis? Vraiment, les prédictions, elles n'engagent que ceux qui vont y croire, surtout qu'on sera. Que ton avis, hein, c'est pas... Moi, je suis très dubitatif sur tout ce qui est l'intelligence artificielle forte, la conscience artificielle, etc. Par contre, on se dirige vers une société avec une très très forte automatisation et en fait dire, le fait que l'être humain va se décharger d'une grande partie des décisions qu'il prend d'habitude, il va se laisser guider par l'intelligence artificielle, et je le refais parce qu'on est toujours en vidéo, par des automates en fait, par une automatisation de sa pensée. Mais ça, c'est parce que c'est pour nous rendre la vie plus facile, c'est parce qu'on n'aura pas envie de sortir les poubelles, parce qu'on n'a pas envie de conduire, parce que ceci, parce que cela. C'est au début pour se rendre la vie plus facile, puis au fur et à mesure, ça peut déborder pour se faire assister tout simplement, parce que en fait, il faut pas oublier que plus on a une vie facile, moins on se bouge le cul pour faire des choses, donc plus on veut une vie facile, donc plus on va accepter une intrusion forte. Et puis il y a des choses qu'on doit faire et qu'on n'a pas envie de faire dans la vie, et effectivement, on va les céder au fur et à mesure à la machine, sachant que la machine, ça n'existe pas en fait. La machine, ça n'est que l'automatisation de ce que les êtres humains feraient. Mais si ce truc, par exemple, au lieu de prendre ma bicyclette et d'aller physiquement en haut de la montagne pour la descendre en risquant ma vie, si je mets mon casque et je me mets dans mon pod là, c'est à 98% réel de toute façon. Non, parce que tu n'as pas de risque. Tout à fait. Si par contre ton système, regarde, quand tu es sur ton vélo et que tu te prends une bûche et que tu mets une vidéo, c'est peut-être pour ça aussi que tu fais du vélo, parce qu'il y a ce côté un petit peu de danger, quoi. Enfin, je sais pas, moi, le psychologue du samedi soir, voilà, c'est pas un peu de ça. Si tu restes le cul sur ton canapé avec des lunettes de réalité virtuelle, tu n'auras pas ce côté-là. Ou alors il faudrait que ça mette des secousses électriques ou des trucs comme ça pour améliorer la vraisemblance. Mais effectivement, c'est un vrai débat de dire, bon ben, est-ce que j'ai besoin de voyager? Alors là, le VTT, c'est vrai que c'est un peu violent, mais admettons que si j'ai envie d'aller bronzer en Jamaïque, là c'est déjà plus facile de faire des ressentis de chaleur, de machin, des petits bruits de vagues. On peut penser je crois que c'est 4 ou 5 dimensions qui vont, et déjà, il y en a un petit peu des projets comme ça, avec l'odeur, avec le tactile, avec tout, quoi. Et les sexbots, bien sûr, les sexbots. Mais pour les voyages, tu diras que je suis pénible, mais par exemple, tu perds un truc si le voyage est virtuel, c'est que quand tu arrives le lundi soir au boulot, le lundi matin, pardon, au boulot, tu peux pas dire, j'ai pris l'avion pour aller en Jamaïque, regardez-moi, je suis le meilleur. Tu es obligé de dire, je suis resté sur mon canapé à la Jamaïque. Voilà. Tout à fait, c'est vrai. Voilà. Mais c'est une vie différente. En tout cas, voilà. Mais globalement, en tout cas, il y a quand même un truc, c'est qu'on cède beaucoup de notre décision aux machines et au fur et à mesure, on comprend pas forcément, ou une partie de la population ne comprend pas forcément pourquoi les choses sont décidées de telle ou telle manière. Parce que il faut savoir que les sachants par rapport aux algos, par rapport aux machines, ne sont pas les majoritaires dans la population, ça, par exemple. Ouais. Bon, déjà, on en parle à chaque fois, mais cette histoire d'intelligence artificielle, rassure-moi, il n'y a toujours pas une once d'intelligence dans les robots ou les algorithmes. Non, non, il n'y a pas. L'intelligence qu'on y met, si on veut en voir une, c'est vraiment celle de la finesse, du jugement humain qui a été mis dedans. L'exemple typique, c'est les algos, par exemple, les nouveaux algos de ranking, qui ont maintenant quelques années, donc le fameux Learning to Rank. Il y a un signal de qualité humaine qui est rentré dedans quasiment de manière instantanée. Donc on a l'impression d'une plus forte intelligence. Pourquoi? Parce que l'algo s'adapte très rapidement à ce que l'être humain lui donne comme entrée en disant je suis satisfait, pas satisfait.
Est-ce que c'est de l'intelligence? Non. Est-ce que quelqu'un qui verrait l'algo de loin et qui n'a aucune idée de tous ces algos trouve que le moteur est magique d'une certaine manière et essayer de le comprendre? Oui, il va avoir l'impression. Mais il n'y a pas d'intelligence au sens strict. C'est surtout l'émotion le problème, non? Un des problèmes en tout cas. Oui, en tout cas, enfin, l'émotion ou le fait qu'on n'est pas capable de comprendre au-delà d'une certaine, enfin voilà, on a un raisonnement instantané qui fait ça me satisfait, je suis content et c'est magique pour moi parce que je ne comprends pas comment j'ai été satisfait, donc c'est de l'intelligence. Voilà, si tu veux, c'est un mélange entre de l'émotion et de l'intelligence. Mais regarde, si on prend même les chatbots qui remontent aux années 60, on avait quand même ce sentiment qu'ils étaient intelligents. Moi aussi, je vais faire les... que c'était bluffant de pouvoir converser avec un robot comme ça, Oui, virtuel. mais ça reste déjà, ça reste des prouesses techniques, hein, faut pas dire. Moi, j'admire le côté technique, mais oui, mais en plus, il faut pas oublier un truc, c'est qu'on trouve que c'est incroyable parce qu'on ne se focalise que sur la fois où on a vraiment été surpris de la réponse en disant c'est incroyable. Mais on oublie les 10 fois Ouais. avant où il racontait n'importe quoi. Ça, c'est Donc, clair. Bon, allez, pour recentrer un peu le débat sur justement les histoires de référencement, on avait été, comme d'habitude, on a toujours raison, mais je sais pas si c'était l'an dernier ou il y a 2 ans, quand est-ce qu'il est parti Amit Singhal de Google? ça fait maintenant même plus que ça doit faire au moins 3 voire 4 ans, je Bon, pense. donc ça fait déjà quelques années qu'on a dit que Google allait shifter, allait évoluer, mais le Google qu'on connaissait nous en tant que référenceur, c'était celui de Amit Singhal. C'est lui quand même qui a refait le PageRank, c'est lui qui a les critères, enfin anti-spam, ranking, tout ça, c'est quand même lui. C'était un linguiste et après il a été remplacé par un mec de l'intelligence artificielle, RankBrain. Lui, il est parti. Aujourd'hui, il y a 2 mecs à la tête de Google. Le mec de MetaWeb, donc les entités nommées, et l'autre, c'est aussi un mec de machine learning, je crois. Et c'est un spécialiste du calcul de performance pour le machine learning. Jeff Dean, c'est ça? Ouais, tout à fait. Donc, est-ce que Google est simplement à la botte de RankBrain ou est-ce qu'il y a encore une once d'humanité dans Google? Ah, c'est un peu des deux, comme d'habitude, mais c'est vrai que les classements sont extrêmement tributaires. Alors, c'est toujours compliqué de savoir si le nom qui est attribué chez Google, c'est RankBrain ou autre chose, mais ils sont extrêmement tributaires maintenant d'un algo qui paramètre automatiquement le moteur en permanence et qui va arbitrer entre les signaux. C'est-à-dire que y a-t-il un arbitrage humain entre les signaux? Il n'est qu'indirect, c'est-à-dire il y a une machine qui choisit, à partir des jugements humains, comment faire les arbitrages. Voilà. Plus que l'arbitrage, je dirais la vision. Est-ce qu'aujourd'hui, à la tête déjà d'avoir 2 personnes à la tête d'un truc, moi je dirais que ça floute la vision. Mais Alors, est-ce que vraiment il y a... alors, si quelque part, l'impression que j'ai, mon sentiment, mais je pense que c'est vrai de tous les moteurs, c'est qu'il n'y a plus de vision normative humaine de ce que doit être le classement. C'est-à-dire, il n'y a pas un être humain qui dit, moi, je vais favoriser les bons contenus par rapport au netlinking, ou je vais favoriser le netlinking par rapport à ci, etc., etc. Il y a une machine qui arbitre uniquement par rapport aux résultats des clics des êtres humains sur le moteur, en fait, hein, tout simplement, et des sites qui sont visités. Donc, littéralement, quelque part, c'est le pragmatisme ultime. C'est la machine fait les arbitrages par rapport à la qualité des résultats. Et la qualité des résultats, est-ce que c'est la satisfaction des utilisateurs? Est-ce que c'est les clics sur les pubs? Est-ce que c'est un mélange des deux? Ça, c'est un mystère, probablement. Et c'est peut-être le dernier point qui est vraiment à la main de l'être humain. Ça. Parce que Ouais, l'être mais humain, du point de vue du SEO, ce qu'oublie très souvent le SEO, c'est que Google, il en a rien à fiche de SEO, de webmaster. C'est l'utilisateur qui prime. C'est lui qui... D'ailleurs, il faudrait censurer les mugs que tu as. Tu pourrais pas mettre... on est à la télé, là. Tu pourrais pas mettre... pas de publicité pour les marques trompeuses, hein. Bon, private joke. Non, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. L'intérêt d'un moteur, c'est vraiment l'utilisateur final. Et même, je prends l'exemple des quality raters. Ce que les gens oublient, c'est que le quality raters, il analyse un résultat de recherche. Il audite, bien sûr que derrière un résultat de recherche, il y a des URL, mais c'est l'ensemble du résultat de recherche, alors que le webmaster, lui, ou le CSO, il est mon URL, mon site. en fait, c'est un truc, d'ailleurs, c'est beaucoup là-dessus qu'on a tourné les nouvelles formations, par exemple dans les essentiels, etc. On en parle beaucoup. Ce qui compte pour le moteur, c'est pas le site web, c'est la requête de l'utilisateur. En fait, donc c'est le besoin informationnel. Donc c'est le seul point important pour le moteur. Et c'est comment remplir le besoin informationnel, que ce soit de manière organique
ou que ce soit via de la pub. Mais dans tous les cas, ce qui compte, c'est trouver la réponse aux besoins informationnels. Et la réponse, c'est pas forcément une URL, hein. Une box, c'est une réponse. En vocal, je sais pas, un produit, ça peut être une réponse, etc., etc. Donc ce qui compte, c'est vraiment uniquement répondre à l'utilisateur, peu importe la manière. Sur le moteur en search standard, des sites web. Ailleurs, ça peut être autre chose. Et puis, ça peut être n'importe quel site web, c'est tout. C'est pas tel ou tel site web. Et d'ailleurs, c'est pour ça que perdre des sites web dans un index pour un moteur, c'est pas très très grave. À part les très très gros sites web comme Wikipédia qui sont vraiment utilisés pour quasiment beaucoup, enfin, un nombre de requêtes absolument extravagant, la plupart des sites, ils répondent qu'à quelques requêtes et ils sont pas tout seuls à répondre. Quand on fait un site ultra niché, s'il disparaît du web, généralement, c'est pas très grave. Les gens ont quand même une réponse sur un autre site. Toujours dans le truc de I told you so, on voit bien aussi nettement encore pourquoi la sémantique, le cocon ou autre marche très très bien. Pourquoi aussi les backlinks thématisés marchent très très bien, c'est qu'on voit bien sa volonté de ranger de plus en plus les choses, de catégoriser. Ça, c'est, à mon avis, même, il n'y aura plus une chance de se positionner. Toujours pareil, numéro un, première page, ça m'impressionne pas, mais être le numéro un, le leader, si à tout niveau, on-page, in-site et off-site, t'es pas calibré pile poil, quoi. Ah oui, alors, il y a toute cette partie technique, la sémantique bien sûr, mais la sémantique, ça n'est que la garantie on passe dans les pages qui sont éligibles à être positionnées, le netlinking thématique, ça c'est sûr, et puis derrière, l'ergonomie en fait. L'ergonomie qui fait que l'utilisateur, quand il voit un contenu qui est adapté, bah, il va être satisfait. S'il lit le contenu, et s'il est populaire. Mais pour qu'il lise le contenu, il faut que le site web le présente bien comme il faut. Et donc, en fait, l'UX finit par avoir une importance. Et en fait, en vérité, c'est ça qui va quasiment tout le temps créer la différence entre un premier, un deuxième, un troisième, et puis le 10e, le 15e. Sur des requêtes extrêmement compétitives, tout le monde a de la sémantique qui est à peu près au point. Tout le monde fait du netlinking. Et donc, qu'est-ce qui fait la différence? C'est est-ce que l'utilisateur a le sentiment que le site répond bien à sa question? C'est le fameux facteur confiance, trust, mais qui va bien au-delà du HTTPS. La nouvelle tendance du 2019, vous allez voir fleurir sur les événements SEO, les conférences SXO, SEO plus UX. C'est ça. Mais parce que vraiment, nous, on le voit, on a des clients pour qui on est intervenu un peu voilà, en dernière chance. Et en fait, souvent, c'était ça qui posait problème. Des sites qui étaient d'équerre, en vérité, sauf que les gens, chaque fois qu'ils arrivaient sur le site, ils le fuyaient parce qu'ils pensaient que c'était des sites qui n'allaient pas répondre, qui allaient les escroquer, littéralement. Ouais. Les gens partaient. Bah, un site qui est d'équerre techniquement, mais où tous les gens le fuient quand ils arrivent dessus, bah, c'est un site qui n'arrivera pas à se référencer. Exactement. Et pourtant, si on le regarde d'un point de vue SEO à l'ancienne, il a tout ce qu'il faut pour lui. Et c'est ça, c'est là où les algos d'automatisation de machine learning en fait ont eu vraiment en fait, ont modifié complètement la vision que le moteur a du web. C'est-à-dire que littéralement maintenant c'est pris en compte et ça ne l'était pas du tout. C'est-à-dire, avant 2014 c'était marginal et avant 2010 juste ça n'existait pas par exemple. C'est intéressant ça, ouais. C'est intéressant parce qu'en fait, c'est toujours pareil, il n'y a rien de nouveau, c'est back to basics. Dès le départ, on disait, le premier reco SEO que j'ai entendu, c'est fait un site pour l'internaute et le reste suivra. Simplement, c'est vrai qu'on a trouvé des raccourcis, et ma fameuse citation, les raccourcis se raccourcissent, parce que petit à petit, même si on savait ce qu'il fallait faire, bah, pourquoi se faire chier alors que ça marchait en faisant le quart de la moitié de n'importe quoi. Tout à fait, mais c'est là où on voit, et c'est tout à l'honneur des gens qui font des moteurs, des ingénieurs des moteurs, hein. Les moteurs ont beaucoup progressé, c'est-à-dire que ce qu'ils voulaient faire au début, bah, ils le faisaient comme ils pouvaient, et puis plus on avance, plus ils arrivent à réellement mettre en place la vision qui avait été impulsée au début. Exactement. C'est pas forcément, c'est ça, des nouveautés, mais même si on prend, moi je me rappelle d'une citation c'était Larry Page, hein, je crois qu'il disait, moi je rêve d'un jour penser avoir une question, juste penser à une question et que mon téléphone m'affiche la réponse instantanément. Ça on remonte fin des années 90. Ouais. Je pense qu'il a toujours ce rêve-là. Bon, moi, je suis, bah, d'un point de vue sociétal et philosophique, je suis pas forcément pour, mais c'est toujours leur rêve, je pense, oui. Non, moi je pense que Larry Page et Sergey Brin sont déconnectés totalement de Google, le moteur de recherche. N'oublions pas que c'était leur diplôme et qu'aujourd'hui ils sont sur des stratosphères. C'est ça, mais je pense qu'il rêve toujours à cette notion d'assistant, hein, parce que là, on parle plus d'un moteur de recherche. Il pense à une question, il a une réponse. Mais Voilà. c'est plus le Google Assistant ou enfin ce qu'était Google Now après Google je sais pas quoi. Mais c'est pas le Google version desktop que nous on connaît. Non, tout à fait. C'est même pas le mobile Indies First machin. Si, quoique ça c'est déjà un premier
première parce que à mon avis, ils ont des problèmes à implanter comme ils veulent le mobile Index First là. Euh, Parce qu'en fait, ils pensaient faire quelque chose de différent, mais j'ai l'impression que c'est pareil mais différent, quoi. Bah oui, comme c'est la citation same same but different, c'est exactement ça. Ouais. Voilà. C'est-à-dire, il dit bon, tout le monde va se mettre au. Alors peut-être que pour le futur, ça sera bien, mais pour l'instant, ils sont même obligés d'intégrer des sites qui sont pas du tout mobile friendly parce que sinon, bah, ils auraient rien dans leur index, quoi. Ouais. En fait, il y a des domaines, je pense qu'ils ont beaucoup de sites qui répondent et qui sont mobile friendly, mais il y a des domaines où juste ça n'arrive pas parce qu'il n'y a pas vraiment de développement moderne. Mais d'ailleurs, même, est-ce que le concept ben là, j'ai pas mon portable, mais disons, est-ce que Ouais, ce device là, le télé, voilà, est-ce que même ça va, à mon avis, ils en sont même au-delà. Est-ce que cette fameuse puce qui vont nous, c'est pas ça quoi. Ils attendent juste le timing que ce soit socialement acceptable de nous greffer une puce dans le cerveau. Mais n'oubliez pas que les handicapés, il y en a déjà qu'on a, des sportifs aussi, etc., etc. Là, on est sur déjà, quand moi j'attends de voir qu'on ait un vrai assistant qui n'est pas de retour facile vers nous, c'est-à-dire l'assistant vocal qui peut-être nous voit, mais etc. Déjà, le jour où il y en aura un qui sera efficace, qui saura dialoguer avec un être humain, déjà, moi je serais très très impressionné. Je pense qu'on en est très 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 loin parce que on sait écouter les gens, on sait comprendre ce qu'ils disent. On sait peut-être processer un peu ça, mais on ne sait pas leur répondre, tout simplement. D'ailleurs, on le voit, les chats. Explique-nous vite fait la différence fondamentale entre justement la version texte et la voix. La voix pose des difficultés que le Alors, texte n'a pas. la, Justement, la- c'est l'histoire d'émotion, de contexte et tout ça. la voix, il y a à la fois des avantages. Quand on parle, on est beaucoup plus verbeux que quand on écrit, donc on envoie plus d'informations. Mais on envoie aussi beaucoup de signaux contradictoires. Ouais. Plus on a généralement une syntaxe beaucoup plus relâchée, le vocabulaire n'est pas le même. Donc ça pose un vrai problème. Et c'est vrai que quand on regarde un petit peu tout ce qui est fait par les gens, on a des choses qui sont assez troublantes. C'est-à-dire qu'il y a des approches, chez Google, il y a un papier là-dessus, qui consiste à dire, bah, quand on la voit, on va la passer en texte. Donc on fait du speech to text. Et après, le texte, comme s'il est sur un vocabulaire différent, on va avoir un outil de traduction de la langue parlée vers la langue écrite pour comprendre en langue écrite, pour après appeler le moteur standard, puis après refaire les choses dans l'autre sens. Et c'est des approches qui finalement marchent pas mal. Alors après, maintenant, il y a des approches plus modernes et on commence à comprendre un peu plus la langue parlée. Mais il y a une vraie problématique, et cette problématique, elle est vraiment sur le fait qu'on donne à la fois beaucoup d'informations, c'est bien, et beaucoup trop d'informations, c'est pas bien, et beaucoup d'informations contradictoires. On passe notamment son temps à reformuler. Les gens qui écoutent ce podcast s'en rendent compte. Quand on parle, là, à chaque fois, c'est un peu heurté. Des fois, on arrête une phrase en plein milieu, on reformule, etc. En fait, il faut voir que deux phrases qui ont un peu le même sens pour nous, mais reformulées, pour le moteur, ça peut être des contradictions aussi. Comment est-ce qu'il arbitre laquelle doit être... Voilà, il y a un problème. Voilà, là, je viens de le faire. J'ai dit, voilà, il y a un problème. En fait, la fin, je n'ai pas fini mon raisonnement, mais tout le monde a compris ce que je voulais dire. T'as en plus le truc de. Moi, je vois bien quand on écrit, quand on scripte des. Là, c'est pas scripté, mais quand je scripte des vidéos, quand j'écris le texte est écrit d'une manière complètement différente de si c'était de toute façon à publier en version texte. Ça, c'est évident. Mais ce qu'on oublie aussi de dire, c'est que. Tu vas me dire, parce que toi, tu suis beaucoup plus la veille scientifique, tout ça, mais j'ai l'impression quand même que la seule nouveauté, c'est la puissance de calcul. Toutes les dimensions algorithmiques, etc. En tout cas, les pistes sont lancées depuis très longtemps. Alors, c'est à la fois vrai et faux. Il y a en fait, on bâtit actuellement une algorithmique du machine learning qui est à la fois nouvelle et ancienne. Elle est basée sur des choses très anciennes, les réseaux de neurones, c'est les années 80, 81, 82, Yann Lequin, Geoffrey Hinton, etc. Mais il y a vraiment des nouveautés, hein. Par exemple, il y a ce qu'on appelle les réseaux les réseaux de neurones adversariaux généralistes. Donc, c'est en fait les réseaux qui s'entraînent eux-mêmes, etc. Donc il y a eu des vraies nouveautés algorithmiques, hein, par une brochette de jeunes scientifiques brillants, mais on capitalise sur des paradigmes algorithmiques qui datent des années 80, mais qui arrivent maintenant à terme. Et en fait, il faut voir un truc, hein, c'est un truc qu'on dit en formation. Si on prend le cosinus de Salton, le modèle vectoriel, il date des années 60. Et il est arrivé au bout du bout du bout de ce qu'il était capable de faire à peu près 40 à 50 ans plus tard. Les réseaux de neurones, c'est les années 80. Donc c'est 20 ans plus tard. Donc si on rajoute 50 ans, on arrive à quand? On arrive à 2030 à peu près. Même les ordinateurs quantiques, c'est il y a longtemps qu'ils sont aussi en gestation. Bah, ils sont en gestation, mais pour l'instant, c'est du rêve absolu, l'ordinateur quantique. Ouais, parce que mais on est toujours
pareil, c'est pour démultiplier cette fameuse puissance de calcul. Parce qu'il y a beaucoup qui disent, ouais, le quantique sera une ouverture à... Je suis désolé, je vais être pénible jusqu'au bout, mais l'ordinateur quantique, en fait, est basé sur un modèle algorithmique qui est non comparable avec l'ordinateur standard, la machine de Turing. Donc, il y a des choses que ça fera mieux et il y a des choses que ça fait moins bien. Ouais. Par contre, après, il y a des gens ce matin, moi j'ai appris, des gens que je suis d'assez près, il y a une boîte Lighton SEO qui est dirigée par un chercheur qui s'appelle Igor Caron. Euh, les mecs font des devices optiques pour accélérer le calcul en machine de gros algos de machine learning. Et ça marche très très bien. Et donc il y a des choses qui sont faites en termes matériels pour vraiment améliorer les choses. Et là, effectivement, on est en train de dire un calcul qui avant était compliqué, était lourd avec un processeur standard, devient très simple parce que la machine a été conçue uniquement pour le faire. Alors maintenant, donne-moi ton avis, parce qu'il y en a certains qui tirent l'alarme par rapport à la place de l'Europe et même de la France au sein de la recherche et de justement ce défi de l'intelligence artificielle. Je sais que Quant a plusieurs, et surtout un très grand pont de l'intelligence artificielle, mais est-ce que vraiment la France a à rougir par rapport au reste du monde? Et C'est l'Europe aussi? c'est compliqué, ça dépend de quel point de vue on se place. La plupart des gens qui en parlent, en fait, ils parlent d'un point de vue politique. Est-ce que l'État français ou les très grandes sociétés françaises sont à la lutte en IA face au reste du monde? Et la réponse, elle est pas trop. C'est pas, la situation est pas florissante. C'est-à-dire que chaque boîte va avoir un, deux, trois bons experts de l'IA, et puis ça va un peu s'arrêter là pour des raisons souvent financières ou d'attrait du produit, etc. Et par contre, est-ce que la France en particulier ou l'Europe en général produit des bons chercheurs en machine learning et tous les domaines associés, calcul de performance, etc. La réponse est oui, en fait, comme les autres. Et d'ailleurs, il y a eu une étude sur les publications scientifiques. L'Europe est devant globalement les autres en nombre de publications, en qualité de publications, etc. Le truc, c'est qu'après, où vont les gens une fois qu'ils ont fini leur thèse ou une fois qu'ils vont dans l'industrie? Ils vont plutôt dans des entreprises anglo-saxonnes, et ils vont plutôt dans des entreprises anglo-saxonnes, mais qui ont des labos en France. À Paris, pour Google, par exemple, à Cambridge, alors ou Facebook ou Amazon, je ne sais jamais lequel des deux, Cambridge en Angleterre. Donc en fait, à Londres, c'est un endroit pour les gens qui font du calcul machine learning sur GPU. J'ai un de mes anciens thésards qui est là-bas qui fait ça, voilà, qui est très très en coupe. Donc voilà, il y a des gens qui sont en Europe qui sont ultra bons, mais ils ne travaillent pas pour des entreprises ou pour l'État ou pour des États européens. Donc ça dépend si on parle technique ou Ouais. Bah, politique. j'ai l'impression que tu paraphrases en fait le problème du référencement ou de la place du référencement français, de la communauté française dans le monde, parce que c'est exactement le même syndrome. Plein de talents, super fort, machin, mais complètement nul en marketing et en branding et en ce que tu veux, quoi. Ou qui font le choix, à titre personnel, de travailler aussi pour les endroits où il y a à la fois de l'argent pour eux. Je veux dire, moi, je peux pas reprocher à quelqu'un d'aller gagner plus d'argent ailleurs, et aussi, des fois, simplement plus de moyens pour travailler. Ouais. Aujourd'hui, quelqu'un qui fait le choix d'aller travailler chez Google ou chez Amazon, ou chez Microsoft, je lui déconseille d'aller chez Facebook. Personnellement, je suis pas fan mais ils sont très bons quand même techniquement. Voilà, il fait le choix de plus d'argent pour lui, mais il fait aussi le choix d'être dans un écosystème où il a des moyens, des collègues pour travailler sur des sujets enfin, comme il ne pourra jamais le faire ailleurs. Il faut pas se leurrer. Si on prend Quant, mais qui est un tout petit acteur en fait, chez Quant, on a une équipe vision qui travaille sur les images. Qui est au top. Bientôt, je ferai un petit article là-dessus d'ailleurs pour présenter un de nos protos. Ils sont quatre. Ils sont fantastiques, mais ils sont quatre. La même équipe sur le même sujet, dans n'importe lequel des très très grands, des GAFA, etc., il y aurait 150 personnes. Ouais. Bah, cela dit, si on prend, je crois que Quant à 80%, 90%, ce sont des techos. Il y en a quoi? Maintenant presque 180 employés, ça doit être 160. Jamais le nombre exact, mais effectivement, c'est majoritairement des techs. Après, il faut voir qu'il y a dans la technologie, il y a tous les profils, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a aussi beaucoup de développeurs qui sont là pour faire tourner la machine. Donc, on va avoir des gens pour les bases de données, pour les serveurs. On a une très grosse équipe infrasécurité, par exemple. Mais est-ce que tu crois que c'est pas justement, allez, faisons la minute Quant. Moi je trouve que c'est ingrat, vu de l'extérieur, les gens ne peuvent pas comprendre la difficulté de réaliser un vrai moteur de recherche par rapport à un métamoteur.
Vu de l'extérieur, je cherche des trucs, j'obtiens des réponses. La techno derrière, ah, tu vois ce que je veux dire? C'est ça que je trouve ingrat, moi. Ça va même au-delà de compte. Les gens ne se rendent jamais compte de la difficulté de la technologie, en fait. Faire un site. Un métamoteur DuckDuckGo, je crois qu'ils sont une cinquantaine, mais ils pourraient être trois, ça ferait pareil, quoi. Même faire un métamoteur, c'est dur en fait, parce qu'il y a des vrais problèmes. Bah, je parle pas de la partie les algos pour faire le ranking, mais rien que l'infrastructure de production. Il faut voir un truc, hein, par exemple, si on prend DuckDuckGo en France, c'est des dizaines de millions de visites par mois. Ils sont derrière Quant, voilà, mais c'est des dizaines de millions de visites. L'infrastructure qu'il faut pour servir ça, c'est quand même beaucoup. Donc à un moment donné, il faut. C'est pas un simple site web. C'est pas. On peut rigoler, mais les purs players français, par exemple, dans la presse, etc., ils font 10, 20, 30 000 visites par mois. Pardon, 10, 20, 30 millions de visites par mois. C'est ce qu'on estime être des gros volumes. Et quand on parle à des référenceurs, des webmasters, tout le monde dit « Ah, c'est énorme, comment ils font pour servir autant de pages ?» En fait, il faut comprendre que les moteurs de recherche, on parle de volumes qui, même pour les plus petits, c'est 10 fois ça. J'ai une théorie sur les fameuses parts de marché, là. Hmm. Est-ce que tu utilises Lightbeam sur Firefox? Moi, pas du tout, mais je crois que Guillaume s'en sert. C'est le truc de mesure de vitesse, etc. Non, Lightbeam, ça te montre qui est connecté à qui sur le web. Oui, on a une démo là-dessus, nous au bureau. Regarde bien, parce que, étonnamment, quand j'utilise Lightbeam, Quant est le seul site, je suis pas arrivé à le dupliquer avec d'autres, DuckDuckGo et compagnie, qui restent isolés. C'est-à-dire que tu vois qu'il y a zéro lien avec les autres, alors que les autres, peu importe s'ils disent qu'ils sont privacy machin, j'ai l'impression que Quant est tellement opaque, a tellement de sécurité que ça nique aussi le référeur. Sinon, ça devrait passer sous Lightbeam. Quant devrait être relié à d'autres sites, peu importe au niveau du respect de la vie privée. Tu vois, c'est le seul site qui est relié à personne dans tout le web. C'est quand même, enfin, de mon expérience, de mes tests, quoi. Je ne sais pas ce qu'il en est là-dessus, je ne suis pas capable de dire, mais de toute façon, sur cette histoire de part de marché, etc., ça dépend ce qu'on mesure. Tout le monde a sa définition de la part de marché. Quand quelqu'un annonce un chiffre, c'est le problème, quelle que soit la personne qui l'annonce, s'il n'annonce pas avec le fait que ce qu'il mesure, ce qu'il appelle part de marché, dans cette phrase-là, c'est telle ou telle chose, en fait, toujours, il y a quelqu'un qui derrière va dire oui, mais tu compares, moi, en fait, si c'est pas la même définition, on ne parle pas de la même chose. Juste. Aujourd'hui, comme on peut pas forcément communiquer ce qu'on veut, enfin, en tout cas, moi, j'ai pas forcément le droit, je dis aux gens, allez sur SimilarWeb. SimilarWeb, c'est une mesure qui est inexacte. Elle est inexacte pour tout le monde. Ils essayent de mesurer un peu la fréquentation, etc., d'une certaine manière, mais ils mesurent tout le monde de la même manière. Donc, on peut comparer. On peut pas savoir le chiffre exact, mais on peut comparer. Oui, sauf que le problème de SimilarWeb ou de ces autres, c'est que tu le fais à pile ou face. Des fois, ça tombe juste, des fois, ça tombe complètement à côté. C'est toujours faux, parce qu'ils mesurent comme ils peuvent. Mais ils font un peu les mêmes erreurs pour tout le monde. Et donc, et si on regarde SimilarWeb, j'invite les gens à les voir, ils verront, en prenant les moteurs de recherche dans l'ordre pays par pays, ils verront très très bien à peu près où on se situe. Bien sûr, le chiffre qui va donner SimilarWeb, ce ne sera pas un chiffre en pourcent qui est exact, mais ça ne veut rien dire des parts de marché sur un moteur. On est d'accord, on va pas empêcher les gens de vouloir faire des parts de marché sur un truc bidon. La seule mesure que je recommande de regarder, c'est la croissance. Le fait qu'il y avait 10 millions de hits l'an dernier, là, que ça va atteindre quasiment 20 millions. Ça, c'est doublé le nombre de hits sur Quant. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est indéniable. C'est des hits serveurs, quoi. Laurent, tu te trompes presque d'un facteur 10. Ah oui, on est beaucoup plus haut que ça. Mais dans tous les cas, il y a ça qui compte. Et puis la croissance, tout simplement, aussi des résultats, même des résultats financiers. Comment ça se fait aujourd'hui qu'il y ait encore autant de sceptiques? C'est-à-dire que j'ai l'impression d'être même revenu en 2013 où on me ressort des trucs, enfin, c'est sûr, les gens, ils utilisent pas Quant, parce que si tu compares, tu vois bien que les différences commencent à être notables avec les résultats de Bing. C'est pas plus du tout un copier-coller comme au début, mais on est encore au retour de ce truc de ah ben ouais, et même ça va plus loin, de ouais, mais vous faites affaire avec Microsoft, qui sont aussi, ils font partie des GAFAM, c'est le diable et tout ça, quoi. Alors, c'est des sujets sur lesquels je peux pas trop commenter. Mais en fait, il faut surtout que les gens restent patients, c'est-à-dire qu'on développe au fur et à mesure, on sort des produits, on a sorti la version alpha des Maps il n'y a pas longtemps, on va sortir des nouveaux produits dans les semaines et les mois qui viennent,
il faut être patient. On reste une petite équipe, hein, 170, 180 personnes. C'est pas 10 000, 20 000 personnes. Donc voilà, 4 personnes sur les images, c'est pas 25 personnes, c'est pas 100 personnes. Chacun travaille à son rythme. Et nous, on veut sortir des produits dont on est fier à chaque fois. Donc ça prend du temps. Ça prend du temps. Les gens sont pressés et quelque part, si je voudrais pas faire mon Calimero, mais quelque part, le seul truc qui est dommage, c'est que les gens, certains sont très pressés et râlent beaucoup, mais en fait, faut pas oublier, les gens ne payent pas pour compte ni rien, en fait. Donc, quelque part, à un moment donné, on avance, et puis celui qui, pour l'instant, n'est pas satisfait, qu'il revienne dans un mois, dans 2 mois, dans 6 mois, et que là, il évalue. Moi, j'oblige personne à utiliser Compte, hein, et je crois que le patron non plus. Donc, en fait, à un moment donné, chaque personne, si on remplit son besoin, qui reste avec nous, puis si on ne remplit pas, qu'il utilise quelqu'un d'autre en attendant. C'est pas grave. Moi, quand il y a des produits qui ne me conviennent pas, juste je les utilise pas, puis voilà. Je crois que le problème, si je devais me faire l'avocat du diable, c'est plutôt par rapport aux annonces. C'est-à-dire d'annoncer des trucs et que en fait, soit ça vient pas ou ça vient beaucoup plus tard. C'est ça, en fait, le problème, c'est plus par rapport, à mon avis, à l'effet d'annonce que la réalité. Parce que c'est sûr de dire, OK, d'un côté, on sort Maps, très bien. Alors que plutôt de dire, OK, insister sur le fait que c'est une version alpha ou entre alpha et bêta, c'est ça le truc. Les gens pourront pas râler si vraiment ils ont conscience que c'est un truc expérimental au tout début. Alors que si tu t'attends à trouver une alternative à Google Maps, non, c'est pas le cas aujourd'hui. Moi, je m'occupe de la technique, je fais pas d'annonce. Faudra que tu poses la question à ceux qui font des annonces, Laurent. Oui, oui, mais c'est assez évident. Les défauts et les qualités de effectivement faire faire buzzer, faire parler de ce qu'on fait, etc. Et en fait, le problème numéro un que je vois, moi, c'est que les critiques, les trucs, c'est vraiment un manque d'information, un manque de compréhension dès le point de départ. Quand les... Enfin, comment on fait un moteur de recherche? Il n'y a pas 36 options. Explique-moi les deux options, grande manière de... Soit tu pars de zéro, soit tu prends un truc existant. Enfin, il y en a une troisième option. Non, non. Et dans tous les cas, il faut beaucoup d'argent. Mais tiens, admettons, on connaît le truc de prendre une base de données existante, Bing ou ce que tu veux. Comment je fais si je veux partir de zéro? Crawler tout le web. D'abord il faut créer un crawler ou prendre un crawler standard et le réécrire en large partie parce qu'il n'existe aucun. Ça par exemple c'est un truc tout bête. La plupart des gens disent il existe des crawlers packagés qui peuvent être utilisés pour faire un moteur de recherche. Juste c'est pas vrai. Il existe beaucoup de crawlers packagés disponibles en logiciel libre. Sont-ils compatibles avec vraiment les problématiques opérationnelles d'un moteur de recherche? La réponse est non. On peut commencer de ces bases-là, mais il faut les recoder en très très grande partie. C'est déjà un travail qui prend 6 mois à 1 an. Déjà. Et après, il faut faire tourner ça sur des serveurs. Crawler le web, c'est plusieurs centaines de serveurs au minimum pour avoir un rythme de crawl qui est suffisant pour créer un index de taille raisonnable, quelques milliards de pages, avec une capacité de rafraîchissement. Donc rien que ça, c'est déjà plusieurs années. Et c'est pas plusieurs, même centaines d'années, si je voulais, sans surfeur aléatoire, sans truc, si je voulais vraiment crawler toute l'intégralité du web, C'est pas possible. c'est même pas possible. C'est-à-dire que... C'est parce que je pense qu'on ne peut pas crawler assez vite pour récupérer tout ce qui sort. C'est-à-dire, personne ne peut le faire. C'est-à-dire que c'est une lutte qui est perdue d'avance de toute façon, puisque le web évolue vraiment très très rapidement. Mais voilà, et c'est une problématique. Et le crawler, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Conceptuellement, c'est la partie la plus simple du moteur. C'est techniquement que c'est compliqué. C'est déjà hyper compliqué. Moi, je l'ai vu avec... enfin, waouh. C'est vrai que si on doit donner à Google quelque chose, c'est que il a quand même aidé à faire un web un peu moins bricolage qu'au début. Mais ça reste quand même très improbable de crawler les pages web, quoi. Si on parle de volumétrie et qu'on regarde le crawl du web, c'est amusant de parler avec des référenceurs. Par exemple, beaucoup de référenceurs maintenant utilisent des crawlers. Screaming Frog pour aller mesurer des choses. Scrappy pour ceux qui sont un peu plus développeurs. Ils disent, je crawl et tout. On entend les gens crawler, ils disent, je crawl un site web à 4 pages par seconde, 5 pages, 10 pages, 20 pages, 1000 pages par seconde. Un crawler au niveau du web, il doit crawler en milliards de pages par jour. Voilà. C'est tout simplement. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Et ça pose un nombre de problèmes techniques absolument vraisemblables. Rien que la bande passante qui est nécessaire. Comment on gère la bande passante? Comment on gère l'accès aux bases de données? Parce que
peut pas passer son temps à recrawler les mêmes choses, etc., etc. Il y a des vraies problématiques très difficiles. Et ça n'est que la première brique qui est la plus simple. Ouais. Ouais, il y avait eu, je me rappelle même du changement technologique de Google où ils étaient passés dans un mode beaucoup plus, enfin je me rappelle plus du terme technique, mais c'est en mode beaucoup plus échantillon qu'avant où ils étaient, le web de 96, hein, Ah, c'est plus il était facile. déjà gros, mais ils avaient peut-être pas la vision de ce que ça pouvait être aujourd'hui. C'est ça aussi qui est compliqué. Même si tu devais repartir de zéro, est-ce qu'un moteur style peer-to-peer serait pas plus qu'un C'est- moteur physique hébergé sur un data center? Il y a eu beaucoup de tests à une époque, c'était dans les années 2000, et, à l'époque, les infrastructures n'étaient pas du tout les mêmes en termes de... c'est-à-dire, les gens avaient des capacités de calcul beaucoup plus faibles chez eux, Hmm. l'algorithmique était plus... Enfin, il y a des choses qui ont beaucoup progressé sur les structures de données, notamment grâce, c'est assez étonnant, mais tous les développements autour de la blockchain, en fait, utilisent des structures de données qui peuvent être utilisées pour autre chose et qui sont assez efficaces. Et puis, surtout, les réseaux, simplement, le réseau, la bande passante n'était pas le même. Aujourd'hui, on vit dans un monde où on est connecté en permanence avec de la 4G, etc. Donc, on a toujours des réseaux très efficaces. Donc, on peut, c'est pas cher, enfin, c'est pas cher. C'est facile de faire transiter beaucoup de données. Donc, on pourrait peut-être progresser vers des trucs comme ça, mais les temps de réponse seraient beaucoup plus longs. Aujourd'hui, est-ce que quelqu'un accepterait qu'un moteur réponde en 2 ou 3 secondes à une requête? La réponse est non. Hmm. Personne n'accepterait. Pourtant, aujourd'hui, en fait, aucun moteur n'est capable de le faire en temps réel. La plupart des moteurs utilisent un cache de requêtes, pas la plupart, tous, qui est en mémoire vive sur leur machine, et ça a un impact. Et donc, si on fait un moteur en peer-to-peer, il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, il faut aller chercher la donnée qui est ailleurs. Et donc, rien que le temps de transit, ça peut être long. Et donc, ça veut dire que tous les temps de réponse seront de l'ordre de quelques secondes. Ouais, non, c'est infaisable. Surtout avec le mobile aujourd'hui. Voilà. Y a pas de. Non, non, c'est vrai. Exactement, je n'avais pas pensé à ça. Bon, cela dit, allez, ce qui est vrai par rapport à Quant, c'est quand même que, moi je dis toujours, de faire ce qui est bien est toujours bien. Malgré les détracteurs, malgré tout ce qu'on veut, c'est, à mon avis, même une bonne nouvelle parce qu'on voit que le calibre des détracteurs a augmenté. Avant, c'était vraiment des petits trollers, des petits développeurs, des petits ISO, des petits webmasters. Là, il y a quand même des gens d'une certaine stature qui, quand même, ne serait-ce qu'hier, qui viennent critiquer, etc. Donc, je pense que c'est aussi une bonne nouvelle. Mais Ouais, c'est je fais vrai pas que les à cause de ton podcast, après, on va recevoir encore plein de messages, Laurent, bravo. Guillaume, je fais stresser Guillaume chez Quant. Pas ton Guillaume, l'autre. Le, le truc, c'est, ok, pour moi, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je vais à 2000% sur Quant? C'est que c'est trop, trop c'est trop. C'est-à-dire le foutoir de cette vie privée étalée, les gens n'ont même plus... si on devait le faire dans la vraie vie, je t'ai passé là une infographie avec toutes les listes de tout ce qu'on sait. Imagine, c'était quelqu'un qui savait tout ça de toi. Mm. Un étranger, un mec que tu connais pas, s'il savait tout ça, mais tu flipperais, quoi, c'est pas Mais possible. là, je regarde le truc. Je pense que la plupart de mes très proches n'ont pas toutes ces infos sur moi, tout simplement. Tu te rends compte? Oui, bien sûr. Où est-ce que tu es allé, tout est pas, tout est mètre par mètre, etc. Enfin, c'est hallucinant le nombre d'informations qu'on laisse. Et je sais même pas si c'est pas trop tard dans le sens où je fais souvent une comparaison avec l'écologie, tu vois. C'est-à-dire que ça va, les gens vont se réveiller vraiment quand on sera à la limite de la limite, quand ça sera. Je sais pas si tu l'as lu la BD Private Eye. Non. Je te la passerai, c'est pas mal. C'est très facile. Le cloud a explosé. La vie privée de tout le monde a été révélée à tout le monde. Donc maintenant, ils ont coupé le cloud et tout le monde se balade avec un masque parce que sinon, tout le monde sait tout de toi. Et moi, Marocco est toujours de dire, n'arrêtez pas d'utiliser les services en cloud, mais qu'est-ce qui se passe si c'est, peu importe que ce soit privé aujourd'hui, si jamais c'est exposé, est-ce que vous pouvez vivre avec ça? Donc si vous pouvez vivre avec les trucs privés exposés, alors continuez d'utiliser le cloud, mais c'est devenu trop, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que là, je regarde, ça me fait rire. Par exemple, il y a tout ce qui est numéro de sécurité sociale, etc. Donc Amazon possède toutes ces infos. Ouais, il n'y a qu'une personne qui a ces infos. Pour moi, c'est ma mère, je pense. Même moi, je connais pas mon numéro de sécurité sociale par cœur. Et donc voilà, c'est assez amusant de voir. Il y a tout un tas de choses. Euh, enfin, par exemple, je vois Facebook a les croyances religieuses, effectivement. Alors que
Et Enfin, ça, ce que tu disais sur le fait que oh ben finalement ils sont pas mal intentionnés, c'est que pour afficher de la publicité. Toi comme moi, je crois qu'on a aussi, tu vois, Facebook. Moi, j'ai jamais Mark Zuckerberg, je sais pas pourquoi, mais je l'ai jamais senti quoi. C'est pas un mec. Autant Larry Page et Sergey Brin, c'était un peu les nerds, rêveurs, tout ça, mais c'est Al Capone quoi. mais en fait, on s'en rend compte, et c'est amusant, hein, parce que qui l'aurait dit il y a quelques années, au final, Google avait un motto Don't be evil. On en a beaucoup rigolé tous ensemble, etc. Mais je dis pas que c'est vrai, hein, attention. Mais c'est plus vrai pour eux que pour Facebook, en tout cas. Et chez Facebook, il y a quand même un côté à mal se comporter. Actuellement, on le voit d'ailleurs, on le voit dans les news. On voit qu'ils, les données privées, je suis désolé de ce que je veux dire, ils se torchent avec, quoi. Tout le monde, ils les ont donnés à tous leurs gros clients, etc. Donc ils monétisent ça de manière Ouais. absolument incroyable. C'est Eric qui m'avait sorti ce terme de Eric Léandri, hein, de datavore en fait. Que ce soit Google ou surtout Facebook, ce sont des datavores. Et même Google, je veux dire, peu importe les sentences, les amendes d'un gouvernement ou d'une communauté religieuse, ils sont tellement pris dans ce cercle vicieux de plus de data, plus et surtout le danger, c'est que engranger la data, c'est une chose, mais ils savent en faire quelque chose, parce que des gens qui avalent la data sans savoir quoi en faire, t'en connais certainement encore plus que moi, mais là où c'est effrayant, c'est qu'ils savent très très bien ce qu'ils font avec derrière, quoi. C'est ça qui est fou. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que les gens n'ont pas vu venir, en fait, d'une certaine manière. C'est que pendant des années, on disait c'est pas très grave parce qu'on ne peut rien faire de toute la data. C'est des trop gros volumes, personne n'est capable de les traiter, etc. Mais une fois que c'est stocké, 10 ans plus tard, on peut s'en servir. On peut faire des choses. Il ne faut pas oublier que beaucoup d'entreprises, de très grosses entreprises, collectent de la data depuis 10, 15, 20 ans, voire plus, hein. Les data par exemple, des compagnies d'assurance, elles ont la donnée de manière absolument vraisemblable. C'est sur papier à partir d'une certaine époque, dans le passé, mais le papier, on sait le scanner, on sait le lire. Donc voilà, la data, elle existe et elle finira par être processée si elle existe. Bah, t'as pas vu passer les datas là de Pornhub? Ah non, pour le coup, non, mais parce que tous les ans, ils Bon, font enfin ça. bref, il y a, oui, oui, je crois que c'est Pornhub ou YouPorn qui vient C'est de, des spécialistes, ils font ça tous les ans. Ouais. ça, enfin, c'est aussi, même à ce niveau-là, c'est très instructif sur l'évolution de la société de voir ce que les gens regardent comme porno. Et il y a toujours la légende qui dit que bon, ben, Facebook est capable de savoir que tu as le cancer avant toi, en fonction de ce que tu cherches, de ce que tu dis, ce que ils ont. Moi, je rappelle, les gens avaient rigolé quand Facebook avait acheté WhatsApp pour je sais plus combien de milliards, mais en fait, ça a une valeur. Ce que se racontent les gens en privé comme ça est très très instructif, même si c'est crypté, etc. Tout ce que tu veux, c'est bien. On oublie que quand c'est sur un serveur, il n'y a plus de secret, il n'y a pas de. De toute façon, faut pas oublier un truc, c'est que même crypté, le simple fait de parler avec telle ou telle personne, c'est un signe, c'est le fameux l'utilisation des métadatas. Si on dialogue avec son médecin beaucoup soudainement, c'est sans doute qu'on a un problème médical. C'est la fameuse erreur vis-à-vis du truc de la surveillance du NSA et compagnie. C'est-à-dire que les gens disent ah, non, non, ils surveillent les connexions. Si tu es connecté à un tel qui est connecté à un tel, etc., c'est ça qui est intéressant. Bien sûr. Le backlink. Le backlink. Bon, alors, au niveau des tips SEO, comment on va finir là-dessus? Qu'est-ce que tu verrais comme grosse reco pour. Est-ce que vraiment le netlinking aujourd'hui, acheter du lien, le réseau privé, c'est la seule chose à faire? De faire du siloing, du cocon, du ce que tu veux sur le site. On a tous C'est, les outils qu'il faut. euh, C'est fini? Il n'y a plus rien à faire? Ah si, si, bah, cette année comme les années précédentes, c'est toujours les mêmes recos, hein, de toute façon. Un très bon contenu. Alors maintenant, il y a des très bons outils pour améliorer le contenu. Moi, je vous conseille d'utiliser Your Text Guru, mais il y en a d'autres. Un très bon contenu, du netlinking. Alors sur le netlinking, en ce moment, c'est un peu chaud. Il y a eu une vraie folie du netlinking. Euh, je ne vais pas parler plateforme par plateforme, je suis pas là pour ça. Et puis voilà, c'est mon avis n'engage que moi, mais le netlinking, ça marche, hein, c'est un levier qui marche vraiment très très bien. Il ne faut pas oublier que plus on est sur quelque chose qui est périmétré, où tout le monde est dessus, et plus on a une politique de choix des spots qui est offensive, plus les risques de pénalisation à court terme sont grands. Alors la pénalisation maintenant du netlinking, c'est pas on est pénalisé, simplement les liens n'ont plus de valeur.
Mais Exactement. Il sucre le PageRank, ça si on transmet plus achète de... pour 10 000 euros de liens et que ces liens n'ont aucune valeur vis-à-vis de Google, bah, je pense qu'on s'est déjà pas mal pénalisé quand même. C'est clair. Donc voilà, et c'est pour ça, moi j'engage les gens à faire attention. Des fois, dans la pratique du netlinking, il y a des endroits qui sont plus risqués que d'autres. Voilà, et des méthodes de netlinking plus risquées que d'autres. Voilà, après, chacun est grand et prend ses décisions, mais il reste que le mieux dans le netlinking, c'est bien sûr de faire des vraies campagnes d'acquisition de liens qui ont l'air d'être naturelles, on va dire ça comme ça. Bah, tu l'as dit en premier, le contenu, faites du bon contenu, mais c'est toujours pareil, c'est compliqué, c'est difficile, mais c'est sûr que le bon contenu, ça marche, ça attire des liens, ça travaille, ça améliore ta notoriété, ta popularité, ton autorité. C'est quand même le triple effet qui se coule, quoi. Ça se voit beaucoup quand même. On voit dans l'utilisation des outils en termes de volumétrie, hein, Vortex Guru, mais je sais, moi je discute avec Pierre-Yves de 1.fr, je discute avec Christian pour les métamos, je discute avec Jérôme, Visiblis, etc. On voit quand même qu'il y a une utilisation de plus en plus forte par les rédacteurs de ces outils. Donc c'est-à-dire qu'il y a une incitative de leurs clients de leur demander du texte de meilleure qualité moteur. Et puis on voit aussi que la volumétrie de demandes en rédaction est en train d'augmenter. Donc les gens ont des stratégies maintenant, voilà, de siloing, cocon. On peut utiliser tous les mots qu'on veut, mais des stratégies de création de blocs sémantiques qui sont de plus en plus fortes et de plus en plus grande dimension, hein. Bah, moi, je l'avais annoncé déjà, j'allais dire, attention les gars, vous allez voir, très court, moyen terme, ça va être que des cocons sémantiques qui se battent entre eux, et on va en revenir à la base de la base. Est-ce que ton contenu, c'est vraiment, il déchire, est-ce que c'est un truc de référence, etc. Si tout le monde commence à être optimisé de la... Enfin, Mais tu vois, il y a un truc là, par exemple, on est tous les deux dans le podcast, donc je pense que c'est le moment de le dire, c'est le cocon sémantique ou le siloing. Je veux pas, mais le cocon sémantique, puisqu'on parle là tous les deux, c'est une technique qui fonctionne, mais qui fonctionne aussi beaucoup parce qu'elle permet d'avoir de l'acquisition de liens thématiques beaucoup plus facilement. Et donc, c'est deux en un, en fait. On a un site qui est sémantiquement très au point et en plus qui a une plus grande surface d'accueil de liens. Et donc, il ne faut pas que les gens négligent ça. Les deux aspects sont très importants. je vais vous dire ce que mon conseil, moi, c'est aujourd'hui la strat SEO. La strat SEO, c'est-à-dire la finalité n'est pas l'opti SEO, mais ça devient une strat dans une stratégie globale de content marketing dans les règles de l'art, c'est-à-dire, et c'est pas que du contenu texte, hein, la vidéo, l'audio, l'image, etc., tout un ensemble. Quand je dis que, je sais pas si je l'ai dit d'ailleurs en public, mais bon, je le répète suffisamment dans ma formation, ou un sujet, déjà faire un calendrier, voilà, allez, tu veux faire une opération par semaine, donc ça fait 52 sujets sur l'année qui est planifié, tu peux avoir en mind map, en mode cocon, et ce que tu veux, mais au moins chaque nœud, chaque sujet, donc 52 sujets, un sujet par semaine, c'est une vraie OP de com. Mm. Un sujet donne lieu à 20-30 contenus qui sont dispatchés sur la toile partout, multimédia, multivariantes. C'est pas une vidéo, c'est 10 vidéos, une de 1 minute, une de 12 minutes, une de machin, une de truc. Et puis le contenu même t'appartient plus. Ça aussi, c'est un réflexe. Là, sur Digital Gold, je vais sortir là. Ah non, je pense même en ligne. Est-ce qu'on a besoin d'un site web en 2019 pour devenir célèbre sur Internet? Il y a aussi une Voilà. redéfinition de... Regarde, même AMP ou Instant Article, quoi. C'est même plus ton URL. Ouais, ouais, tout à fait. Mais il y a des choses qui sont amusantes. Par exemple, sur la notion de cocon, les gens, je pense maintenant, ont bien compris l'aspect sémantique, même des fois comment voir vraiment le glissement sémantique, etc. Mais beaucoup de SEO qui sont parfois à profil très technique oublient simplement la notion d'entonnoir de conversion, simplement vraiment la partie marketing qui est derrière. Et en fait, si tu l'oublies, je pense que tu as oublié une grosse partie du truc. Ah ben ça, on revient au SXO, mais Bien ça sûr. c'est aussi, moi j'ai essayé gratuitement en public, je leur ai donné une méthode générale, mais après je vois bien la difficulté qu'ont les gens à se l'approprier, alors que oui, en mode consulting ou alors dans Bootcamp, ils connaissent mes 4 niveaux de contenu, et puis comment finalement le site, moi je dis de raisonner différemment, c'est-à-dire un site, on le raisonne depuis la page d'accueil en arbre généalogique, d'accord? Sauf que moi je dis le point d'entrée, il est depuis le mot-clé sur Google, depuis le tweet, depuis YouTube. C'est ça la page d'accueil. C'est en fait de décloisonner son site et de dire que toutes les pages sont finalement, enfin, appliquons un principe de Pareto ou même un ultra principe, disons 5% du site va faire 90% de ton bise.
Mais les points d'entrée sont plus du tout depuis la page d'accueil. Et si tu raisonnes comme ça, effectivement, du point de vue marketing, ça va avoir du sens. Tu vas faire un tunnel qui sera beaucoup mieux conçu que si tu es encore dans l'ancienne version. Mais je dirais, moi, faire du contenu dans tous les sens et être bon à ce niveau-là, ouais, même moi le premier, on est un peu trop olé olé, on n'est pas assez pro, assez systématique, mais on voit bien là, à l'américaine, à l'anglo-saxonne, quand ils font ce mode de diffusion sur un sujet, qu'il est diffusé en multiformat, multivariante de ces formats et partout sur la toile, tu peux plus passer à côté, quoi. Oui. Mais c'est du Oui, référencement au sens global, pas juste la version Google Desktop. tout à fait, tout à fait. Oui. Et puis voilà, puis après, bah, il y a un dernier truc, c'est l'arbitrage par l'ergonomie, etc. Et il faut absolument que le moteur ait le sentiment que les gens apprécient le site. Et ça veut dire, mais des trucs tout bêtes, hein. Ça veut dire faire des métadescriptions qui font cliquer les gens, par exemple, au niveau du moteur, tout simplement. Rien que ça, c'est se rendre service que de le faire. On voit trop de sites qui laissent Google décider de ce qu'il faut mettre comme snippet. En plus, ça n'a aucun sens de nos jours de faire ça. Est-ce qu'on peut vous faire confiance au sens large du terme, bien C'est- plus que simplement la sécurité du cadenas HTTPS? Parce que les Ouais, gens se j'ai focalisent là-dessus, mais c'est bien plus large. chez le client, j'ai fait la chose suivante, et alors ça n'a pas fait plaisir chez le client, mais voilà, réunion de restitution d'audit, et je montre le site du client et le site du principal concurrent, et je demande à chaque personne dans la salle, quand vous voyez les deux sites, chez qui est-ce que vous achetez? Et en fait, personne n'a répondu, ce qui est une réponse en soi, hein, bien sûr, et en fait, c'est tout bête. C'était le seul problème du site. Le seul problème du site, c'est que finalement, bah, les gens n'avaient pas forcément envie d'acheter chez eux-mêmes, parce que même eux, ils faisaient plus confiance quelque part au site de leurs concurrents. Hmm. Et donc ça, c'est un vrai problème. Plus d'ergonomie, plus de réassurance, etc. Pour le reste du SEO, ils étaient bons. Travailler tout ce qu'il y a autour du SEO et le SEO marchera bien. Alors, C'est ça. toujours Astérix, si vous avez l'ambition d'être le leader, le numéro un. C'est ça. Et que vous êtes déjà d'équerre sur le reste. Attention. Voilà, parce que honnêtement, d'aller sur la première page, c'est pas l'aboutissement. Si vous arrivez à vous contenter des miettes, mais la première page, ça a eu payé beaucoup plus. Ça paye pas comme ça, comme avant. Et c'est même plus le top 3 pour moi. Maintenant, c'est numéro un ou rien. C'est ça l'ambition. Mais c'est sûr que j'entends ceux qui n'ont pas envie d'être le leader. Et puis surtout du point de vue. Le problème là, c'est que. On va terminer là-dessus, mais contractuellement, tu peux tout de même promettre d'amener ton client en première page. D'accord? Tu Tu peux vas y tout arriver. C'est si pas très c'est dur. assujetti à des conditions financières. Exactement. Mais sauf que ensuite, ça c'est très court-termiste parce que le gars il va bien réaliser que ça paye plus. Alors c'est sûr que s'il a jamais été en première page, bon ben miroiter pour lui c'est un aboutissement, mais après au niveau des retours sur investissement, non, le compte y est pas. Il faut avoir l'ambition d'être premier et je garantis pas le succès, mais je garantis l'échec de ne pas arriver à être premier si vous faites pas tout ce qu'il y a autour du référencement, que ce soit l'ergo, que ce soit tous ces trucs. Juste les leviers SEO, acheter du lien, faire une page optimisée avec Your Text Guru, ça peut vous amener en première page. Ça suffit pas pour être numéro un. Ouais, Sur des choses ambitieuses en tout cas. mais il faut voir un truc, c'est que de toute façon, dès qu'on est sur des besoins informationnels où il y a de l'argent, de toute façon, il n'y a pas qu'une seule personne qui est d'équerre sur le contenu, sur le netlinking, etc. Donc s'il y a deux ou trois personnes, si on est dedans, on est dans les deux, trois, quatre premiers. Hmm. Voilà. Et c'est comment on se différencie de ses meilleurs compétiteurs. Et après, bah, c'est à la marge, hein. Après, il y a des domaines, par contre, c'est des boulevards. On a plein de copains qui sont spécialistes des niches où il n'y a personne et qui arrivent et qui se positionnent directement. Et voilà, c'est les seuls à vendre quelque chose, ils vendent. Mais Moi j'ai eu alors je l'ai pas signé, mais c'était un prospect intéressant parce que le gars il arrive avec un site de vente de template pour Photobooth, l'application Mac qui permet de, comment on appelle ça, un photomaton. un photomaton, voilà. Des templates pour Photobooth. Je dis, what the fuck, quoi. Ouais. Comment vous allez gagner de l'argent? Et je creuse un peu. Non, en fait, c'est un énorme studio de prod. Mais le mec, il m'a dit, non, moi, je fais plein de sites, mais sur des trucs où il y a personne, en fait. Ouais. Voilà. Mais c'est sûr qu'un site sur les templates Photobooth, ça paye pas. Mais après, si tu démultiplies par des centaines de sites de ultra niche où il y a personne, ça peut devenir intéressant. Bah, on oublie, mais je crois que 2003, 2004, 2005, pas mal de gens avaient cette stratégie des sites qui rapportaient 20 ou 30 balles pièce, hein.
Oui, ben c'était même le fameux truc du temps je me rappelle à l'époque d'AdSense, tu dis bon ben je fais 100 sites qui rapportent un dollar par jour et puis voilà quoi. C'est ça. Bon, ça c'est fini, mais bon. Bah, disons que je crois que ce qui est fini, c'est juste ces grosses foirefouilles, c'est-à-dire de faire un site qui est ranké partout, alors que maintenant, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut être spécifique, bien rangé, bien thématisé, et c'est ça là. Voilà, si on devait avoir un message, c'est rester dans votre case. N'essayez pas de trop vous éparpiller. Plus vous enverrez un signal pile poil qui correspond à ce que Google veut, encore une fois, ben, mieux ça marchera. Par rapport aux autres qui envoient beaucoup plus de puissance, toujours pareil avec ces liens, vous faire une grosse économie, notamment de backlink, si vous êtes pile poil par rapport à ce signal que l'autre attend. Mais c'est sûr que il n'a pas rangé tout le web. Moi, je le vois bien, notamment en regardant le Topical Trust Flow sur les requêtes, tu vois. Il y a des requêtes que j'étudie depuis des années. Et je vois bien qu'il y en a, il comprend pas, et puis petit à petit, il commence à ajuster. Et puis il y en a où c'est complètement toute la couleur est identique, et de temps en temps, tu vois une URL montée qui est pas de cette couleur. Je garantis qu'elle dégage. Elle arrive à monter en première page, mais ensuite elle dégage, quoi. Eh, ouais. Voilà, l'odeur. Ayez la bonne odeur, sentez bon. Ça. Ok, what else? Parce que là, on est à plus d'une heure déjà. On va pouvoir s'arrêter bientôt. On va Euh, s'arrêter. je fais un coup d'auto-promo dans la lancée. En tout cas, si vous voulez découvrir les nouveaux algos Learning to Rank, etc., on a une formation le 17 janvier. Les essentiels de la masterclass. Voilà, c'est fait. Les essentiels de la masterclass. Alors, pour faire si je voulais faire le tour de Perronnet, Ouais. je commence par quoi? Quel est le premier truc pour me donner envie de voir plus? Je commencerai par les essentiels de la masterclass, par exemple. Oui, ou les essentiels ou la masterclass directement. En fait, il y en a une qui est une version courte de l'autre, c'est-à-dire qu'il y a une partie des sujets qui ont été enlevés. De toute façon, c'est un jour face à 2 jours. C'est plus une question de disponibilité et de moyens. C'est-à-dire que ça coûte un peu moins cher et ça prend qu'une journée, les essentiels. Mais bien sûr, le mieux, c'est la masterclass parce qu'il y a plus de sujets. Mais l'un comme l'autre, c'est le point d'entrée. Et il y a un autre point d'entrée qui est pour un public un peu différent, qui est pour moi la formation. Moi, je trouve que c'est vraiment c'est en fait la formation la plus activable qu'on ait, je pense. Ça, c'est pas forcément l'avis de tout le monde. La formation web marketing et machine learning, où on donne des algos vraiment de web marketing, segmentation clientèle, système de recommandation, A/B test, etc. On donne les algos, on donne même un peu de code en R, etc. Donc ça, c'est vraiment les points d'entrée. Et après, il y a des choses périphériques, atelier data par exemple, qui est une formation où on donne tout un tas de code pour faire des audits, pas des audits, mais pour faire un certain nombre de tâches liées au SEO. Et plus, on donne même le code d'un bot Twitter, par exemple. Audit SEO, là c'est plutôt pour les gens qui ont déjà suivi les essentiels ou la masterclass. C'est comment faire un bon audit quand on est SEO. Donc si vous voulez apprendre à faire un audit algorithmique comme les frères Perronnet, et ben littéralement on vous donne un de nos audits et on vous explique comment on le fait. On vous donne les outils quand on peut. Sinon on vous dit quels outils on utilise. Et puis après il y a tout un tas d'autres formations qui là deviennent plus techniques. Il y en a c'est des tiers qui viennent le faire. On a Julien Deneville qui est venu parler des logs. Guillaume, lui, fait la vitesse des sites web, donc là, c'est des formations plus techniques. Thomas fait une formation à Python, moi, je fais une formation à R. Là, on rentre dans des domaines un petit peu plus Et n'oublions pas que tu es aussi dispo pour le sur-mesure. C'est tout à fait possible d'avoir les frères Perronnet en custom. Tout à fait. Par exemple, on explique aux gens des choses liées à la sémantique ou des choses comme ça s'il le faut, en custom pour de la formation, mais aussi pour du coaching tout simplement. On rentre pas dans l'opérationnel. On a choisi de ne plus le faire, mais par exemple, on peut monitorer des stratégies diverses et variées liées au machine learning ou SEO. Bon, en tout cas, c'est impressionnant parce que j'ai quand même suivi année après année la croissance du prof qui quitte l'éducation nationale et qui maintenant devient monsieur le professeur SEO. Et ça, c'est d'ailleurs la nouveauté de l'année, en fait, c'est que je suis radié de la fonction publique depuis le mois d'août, enfin, depuis le mois de septembre. Donc avant, j'étais dans un système où je pouvais revenir si je le souhaitais, et j'ai démissionné au 1er septembre, et donc maintenant, je ne suis plus que du privé. Techniquement, d'ailleurs, tu ne devrais plus m'appeler professeur. Enfin, tu fais comme tu fais. Alors, effectivement, oui, tu as perdu ton titre de professeur, il va falloir trouver autre chose alors. Oui, mais c'est pas grave, tu sais, on fera comme si. On peut pas le dire. Bon, je vais réfléchir là. Je vais réfléchir quel va être ton nouveau surnom. Effectivement, on voudrait pas avoir d'ennui. Déjà qu'on est surveillé de près dans nos podcasts
Et qu'on on va dès demain avoir toi surtout, les retours de ah, t'as dit ça, il a dit ça, machin. Voilà, c'est ça. Mais c'est ça qui est bien. De toute façon, c'est le style, pas de langue de bois. Il y a des choses qu'on peut dire, même si ça, du moment qu'on a raison. Ok, très bien. Ah, je te laisse responsable de cette phrase alors, Laurent. Ok, allez, ben écoute, Ouais, toi aussi. bonne fête à tous, et à l'année prochaine. Ouais, au revoir. Merci Sylvain.